C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Les agents d'EDF Archipel Guadeloupe sont en grève et qui dit mouvement social dit déficit de production et donc coupure d'électricité. Vous êtes prévenus et notez que des secteurs de Sainte-Anne sont déjà plongés dans le noir comme le quartier de Laboucan à Sainte-Rose. Plusieurs moteurs de la centrale de Jarry sont à l'arrêt et des délestages sont à prévoir dans les heures à venir. En attendant, les salariés sont en négociation à la direction du travail à Jarry pour réclamer l'application effective du protocole d'accord signé effectivement avec toutes les parties, à savoir l'État, le fournisseur et les partenaires privés, le 22 octobre, c'était en 2014. Et à l'heure où la Martinique s'embrase, le préfet de Guadeloupe prend les devants sur la question de la vie chère. Il tenait ce matin une conférence de presse sur ce sujet épineux, mais aussi le conflit à EDF, les écarts de comptabilité au sein du syndicat mixte de gestion d'eau potable ou encore l'installation de 30 radars ces prochaines semaines. Regardez. On a parlé vie chère, on a parlé des problématiques d'eau, on a parlé également des questions de sécurité routière, on a parlé des enjeux agricoles, voilà. Donc ça permettait de faire un tour d'horizon des sujets de rentrée. On a parlé effectivement de la situation du conflit social au sein du groupe EDF. Donc c'était l'occasion de faire un échange, mais très libre et avec les uns et les autres sur les différents sujets qui préoccupent ou qui sont les sujets de rentrée et de donner effectivement aux rédactions présentes un certain nombre d'éclairages. On suit très attentivement avec le collègue en Martinique et le collègue en Guyane la situation. Bon, la situation peut-être différente d'un département, d'un territoire à l'autre. Aujourd'hui, ma position ici en Guadeloupe, c'est d'attendre d'avoir effectivement des avancées techniques précises pour pouvoir engager un dialogue qui soit un dialogue technique, constructif et opérationnel avec les uns et les autres. Sur les sujets d'eau, vous l'avez compris, on a eu quelques inquiétudes la semaine dernière, mais qui sont en passe d'être réglées, voire qui sont réglées sur la tenue de la comptabilité au sein du syndicat des eaux. Voilà. C'était une alerte de ma part, parce que vous savez que le préfet effectivement a des responsabilités en matière de contrôle budgétaire et de contrôle des comptes. Donc le préfet ne peut pas ignorer ces difficultés. J'ai donc réagi. Et l'alerte, effectivement, qui a été envoyée au syndicat, c'est une alerte, parce que le désordre comptable est quand même manifeste. L'alerte a été entendue, donc aujourd'hui, on a un travail très important qui est conduit par les équipes du président Francisque avec son directeur général délégué pour remettre les choses en ordre. Le radar, c'est pas la panacée. Les radars contribuent entre autres effectivement à la sécurité routière. Voilà, c'est un aspect effectivement, c'est à la fois un aspect de contrôle, c'est un signal au conducteur en disant attention, je lève le pied. Voilà, donc le radar il contribue. C'est pas la seule effectivement solution. S'il suffisait de mettre des radars pour régler les problèmes de sécurité routière, ça se saurait, mais ça il contribue important, donc de façon importante. Donc on redéploie effectivement des radars à partir de cette semaine. La situation économique en Guadeloupe, on a, vous le savez les uns et les autres, on a fait le point avec le monde économique vendredi matin au cours d'une conférence économique. Ce qu'on en a retenu, c'est deux choses. La première, c'est que on est dans une situation économique, les déterminants économiques sont bons. Les chiffres d'affaires des entreprises augmentent, l'emploi s'améliore légèrement, mais s'améliore. Voilà. Après, il faut rester prudent parce qu'on est toujours dans le contexte actuel dans des possibles retournements de situation dans certains secteurs. Je crois qu'il y a eu certaines inquiétudes, notamment, qui sont exprimées sur le bâtiment. Mais aujourd'hui, la situation économique est une situation qui est rassurante. Et donc, concernant les radars, 30 dispositifs seront installés d'ici la fin de l'année pour un coût unitaire de 25 000 €, soit une facture totale de 750 000 €. Et le syndicat d'éducation SNCL lui fait le point sur sa rentrée. Une reprise sous fond de démission des ministres et sans gouvernement. Difficile donc de discuter de la carte scolaire et des manques d'effectifs récurrents dans les établissements. Regardez.
Chaque année, nous tenons cette assemblée générale pour faire un petit peu le point, savoir comment s'est passée la rentrée, quels sont les soucis que rencontrent les enseignants dans leur pratique, et puis voir un petit peu ce qu'on va mettre en place et comment on va se comporter, puisque le SNCL a tâche d'avoir dans chaque établissement scolaire, collège ou lycée, un correspondant qui va faire remonter les situations particulières que rencontrent les collègues. Et donc nous nous intéressons à tous les collègues, mais en particulier à nos adhérents, et nous tâchons de toujours trouver des solutions pour qu'ils puissent pratiquer leur métier le plus facilement possible. Nous sommes réunis ce matin pour faire le point et surtout pour faire le constat que nous assistons à une rentrée démissionnaire, c'est le mot que j'aime utiliser maintenant, puisque tout le monde a démissionné du ministère, puisque pour l'instant nous n'avons toujours pas de ministre de l'Éducation, à l'autorité rectorale qui se satisfait de cette rentrée en nous affirmant qu'il n'y avait que 16 BMP, c'est-à-dire des blocs de moyens provisoires, qui manquaient pour que les choses se passent bien dans cette académie. Alors que nous constatons sur le terrain, puisque nous avons des remontées de nos correspondants, que dans pratiquement tous les établissements, il manque des profs. Dans pratiquement tous les établissements, si on fait le calcul, si on fait l'addition un petit peu de nos remontées, nous voyons qu'il manque entre 15 et 20 profs par discipline dans cette académie pour qu'elle fonctionne normalement. Je dis qu'on a un travail qui est très important, puisque tous les adultes de demain passent par nos mains. Et donc, les syndicats sont là pour faire en sorte que les enseignants puissent faire leur travail dans les meilleures conditions. Un reportage de Vianney Valverde. Et le Sinoval, le syndicat d'innovation et de valorisation de Guadeloupe, ouvrait ses portes au public ce week-end. L'occasion de découvrir les missions de cette entité qui mutualise la gestion de déchets pour la Riviera du Levant et la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre. L'objectif, favoriser l'économie circulaire, notamment grâce à la présence d'une ressourcerie sur le site. Regardez. L'objectif vraiment, c'est qu'on puisse, à travers cette conférence de presse, que les administrés des deux territoires, que ce soit la CARL ou la CNGT, puissent s'imprégner du mot Sinoval, du Sinoval, et qu'on puisse justement, à travers cette action, permettre et sensibiliser aux citoyens, les citoyens à la réduction des déchets, comment faire pour que les accompagner au mieux dans leur parcours jusqu'à la déchetterie. Donc c'est tout un ensemble d'actions qu'on pense mettre en place pour rendre un service à nos administrés. Nous avons pu faire découvrir à la population la ressourcerie de Monalo. À travers cette ressourcerie, donc c'est la revalorisation d'objets qu'on n'utilise plus chez soi, et donc on assure à cet objet une seconde vie, et c'est tout bénef parce qu'en fait c'est l'économie circulaire, et puis on peut bénéficier à moindre coût de ces objets et puis les utiliser. Le syndicat s'est doté de plans de prévention de déchets qui est visible sur notre site avec un certain nombre d'actions. Ensuite, on a le côté de la prévention, les ambassadeurs de tri qui aujourd'hui passent sur le terrain, qui passent dans les écoles, les associations pour expliquer un petit peu tout ça dans la population pour divulguer un peu cette information. Et aussi, on compte également sur la presse puisque c'est un canal de communication un peu comme les autres, et il nous semble opportun en tout cas de vouloir le mettre en œuvre aujourd'hui. Les 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, lorsque vous avez un problème au niveau de votre foyer concernant la collecte de déchets, la réclamation doit être portée à Sinoval. Sinoval est organisé, Sinoval est là pour la gestion de vos déchets, la gestion des collectes. Actuellement, sur le territoire de la CNGT, les communes de Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand, une partie de la commune du Moule, ils n'étaient pas encore dotés de poubelles jaunes. Donc on a voulu, à travers cette conférence de presse également, informer la population que la distribution a commencé sur le territoire de Nord-Grande-Terre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'uniformiser en fait les deux territoires, la CARL et la CNGT, pour qu'on puisse avoir une même vision, une même optique dans cette démarche qui nous anime au quotidien, c'est la réduction des déchets. Et on se rend maintenant à Trois-Rivières pour le village des associations qui a pour objectif de mettre en lumière les bénévoles et les activités disponibles sur le territoire. Le reste en images. Je crois que cette année, c'est encore mieux parce que nous avons une trentaine d'associations. Ce sont les forces vives de la commune. Et donc, la collectivité poursuit cette
accompagnement des associations en les faisant connaître. Alors, le but de ces forums des associations, c'est de montrer le savoir-faire de nos bénévoles, ce sont des bénévoles, qui sont vraiment le poumon de la collectivité, de la commune. Trois-Rivières, terre amérindienne, Trois-Rivières, terre de culture, Trois-Rivières, terre de sportifs, puisque sur un petit territoire comme Trois-Rivières, nous avons quand même 2 champions olympiques, Méline Nokandi et Bultor. Donc, terre de sportifs, mais terre de culture, forcément. Donc voilà, ce sont nos associations qui démontrent tout cela et Trois-Rivières vit par ces associations. Et c'est évident pour moi parce que c'est là qu'on peut faire la promotion du club et essayer de recruter des jeunes pour relancer le club. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment très compliqué pour avoir des jeunes parce que le vélo, comme vous savez, c'est très dur et on est dans une région très montagneuse, donc c'est pas évident du tout. Mais on se débrouille quand même, on a pu recruter 11 jeunes la saison dernière. Il faut savoir que le VCTR a toujours été un club formateur. Vous avez cité les La Rochelle, Taïno, il y en a plein, beaucoup d'autres. Mais c'est pas vraiment la montagne qui fait peur, mais c'est un sport qui est dur, très très, très dur. Donc les jeunes se démotivent assez facilement. Mais sinon, avec la portion de Rivière-Sens toute plate, on arrive quand même à avoir quelques jeunes qui viennent quand même. C'est une très belle initiative de la ville de Trois-Rivières pour mettre en avant les associations. Ce sont des gens le plus souvent qui sont bénévoles, qui œuvrent pour les jeunes, entre autres. Et puis ma présence ici est importante parce que nous avons 2 clubs quand même affiliés au sein de notre comité. Le club du VCTR et Jabot Cycling. Donc je félicite Lilian Kafa, le président du VCTR, tout son conseil d'administration, et Charles-Henri Prudentos aussi pour leur courage, mais c'est pas évident le vélo à Trois-Rivières, et pourtant le talent y est. Donc c'est pour ça que nous insistons pour la formation des cadres. Il faut des cadres, il faut aussi des anciens coureurs pour donner envie aux jeunes de pratiquer le vélo sous toutes ses formes, soit le VTT, la route. Et puis j'ai eu l'occasion de saluer Taïno Kayo, qui est originaire de la ville aussi. Et puis c'est très bien. Et puis il y a la rénovation du stade. Il n'y a pas que le cyclisme, l'athlétisme, je pense le foot. Et les jeunes pourront vraiment s'émanciper, ça c'est important. Guadeloupe, terre de champions, et pour faire perdurer l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques, la ville de Moule a fait installer une stèle au boulevard Lucette Micheux-Chevry, une flamme en bois réalisée par Claudius Barbin et l'ami du bois. Regardez. La demande a été faite par la ville de Moule. Après, j'ai sollicité monsieur l'ami, que je sais qu'il avait des compétences pour. Et il a répondu oui à ma demande, et puis de là, tout s'est enclenché, et puis on a réalisé en donnant le meilleur de nous-mêmes. Ça nous a pris un mois en gros. Les flammes sont mahogany et poirier, et il y a le cœur de la flamme qui est en campèche. Et tout le reste, c'est du mahogany. L'idée vient de mes collaborateurs et de quelques fonctionnaires qui ont dit, c'est vrai qu'à là, il y avait une charrette qui était déjà très abîmée. Nous l'avons enlevée, nous nous sommes dit, on va mettre la flamme olympique pour se rappeler qu'effectivement que cette flamme est passée chez nous un jour, et rappeler aussi que nos enfants de l'école Jean Gallouan sont partis pendant quelques jours pour aller aux Jeux paralympiques. Ça a été un moment incroyable. Il y a plusieurs élèves dans le groupe qui n'avaient jamais pris l'avion. Ils ont découvert le Stade de France, Roland-Garros, la culture aussi avec le musée du Louvre, le château de Versailles. Ils ont vécu des moments extraordinaires dans le sens où on était ensemble. Ils ont visité, découvert, se sont fait de nouveaux projets en fait, en découvrant la France, en découvrant Paris, dans toute sa démesure, on va dire. Ça a été incroyable pour eux et on a conscience qu'ils vont garder ce moment-là très 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 longtemps dans leur mémoire. Ce qui m'habite, c'est de vouloir valoriser la compétence de mon pays, les compétences de mon pays. Et monsieur l'ami et tant d'autres, ce sont des compétences que nous devrions, je dis nous devrions valoriser pour faire en sorte que nous soyons des référents pour les générations qui viennent.
Et on enchaîne avec le marathon du don du sang organisé par le Rotary Club. Et pour l'occasion, le Memorial Act s'est transformé en centre de collecte. Le reportage. Cette initiative est du Rotary, de l'ensemble des clubs du Rotary. Et bien sûr, l'établissement français du sang a répondu favorablement parce que c'est la première fois qu'on organise ça. C'est une journée dont on espère qu'elle se tiendra tous les ans et qui a pour objectif de collecter un maximum de dons et surtout de sensibiliser la population au don du sang. Pour une première édition, donc cette année, on a voulu que ce soit festif pour faire venir du monde, des donneurs, pour les motiver, pour faire parler du don du sang. Cette opération, donc on la travaille depuis 2 mois avec beaucoup de partenaires. Ça se passe très bien puisque tout simplement ce matin, il y a la queue pour faire le don. Il y a beaucoup de monde, donc je pense que la collecte sera très belle. Nous avions comme objectif de récolter 100 poches aujourd'hui. Je ne sais pas si l'objectif sera atteint, mais en tout cas, c'est bien parti. Nous sommes dans une action don du sang, donc nous sommes présents pour un peu sensibiliser les gens et montrer que la jeunesse aussi est en action, parce que c'est nous les futurs donateurs. Donc voilà. Le but du Rotary, c'est de se rendre utile en fait au niveau de la communauté et donc évidemment donner son sang, et c'est quelque chose de très très utile, c'est quelque chose de récurrent, ça peut pas être une action ponctuelle parce qu'on a besoin de sang en continu et donc nous avons décidé cette année de vraiment travailler de concert avec l'EFS pour ce très beau résultat que l'on voit aujourd'hui. C'est des actions ponctuelles comme aujourd'hui, le marathon du sang, mais en fait le don du sang c'est tous les jours, on a besoin de don du sang tous les jours pour répondre aux besoins de l'ensemble des patients de la Guadeloupe. Et on poursuit avec ce coup d'arrêt du championnat de Guadeloupe de moto. Les velléités entre les coureurs et Eric Anisset ont atteint un point de non-retour. Les présidents de club demandent le départ du président de la Ligue avant toute reprise des courses. Regardez. Je ne pense pas qu'on aurait pu aller jusque-là, mais il y a des problèmes entre personnes, on va dire. C'est plus des problèmes entre personnes que des problèmes de fonctionnement. Qu'il y a des griefs, je pense, entre certaines personnes et que fait qu'aujourd'hui, tout éclate. Donc je pense que le problème des formations, on va dire, était la goutte d'eau en trop. En fait, c'était le but de la réunion, informer tout le monde sur les coulisses qui ne se disent pas au grand jour. Donc j'ai tout mis à plat avec les preuves et tout. Et cela montre bien qu'il y a une carence au niveau de la direction de la Ligue motocycliste de Guadeloupe. Donc moi, j'ai décidé avec les présidents du club qu'on arrêtait les compétitions, jusqu'au renouvellement de ce président ou alors qu'il prenne des dispositions qu'il faut pour qu'il puisse faire son travail convenablement. Je pense que là, en fait, on s'est déjà mal parti pour terminer la saison. Donc on espère avoir une course, mais je ne pense pas. Réellement, non, ça va pas. Ça est dû par rapport à tout ce qui s'est passé là, je ne pense pas, non. Tant qu'il n'y aura pas une démission, en fait, contre du président, par rapport au président de la Ligue, s'ils ont les présidents de club, ils sont tous pas d'accord en fin de compte et ils veulent sortir carrément leur président. Donc je pense pas qu'il y aura des courses. Il y a une clientèle en général qui a été bien présentée, surtout par Edouard Novembre, et que le président de la Ligue en fin de compte n'a pas pu fournir en fin de compte des papiers certifiés en fin de compte pour contrer justement les présidents de club. Vous dire qu'il y aura démission, je sais pas. C'est pas à moi de prendre cette décision. Je suis pas le président, donc il y aura que lui qui pourra prendre cette décision. Malgré ça, même si le président décide, je pense pas que ça va changer les choses. Parce que les problèmes qu'il y a à la Ligue, que ce soit administrativement ou humainement, ce sera la même chose avec le nouveau président. Donc changer de président, je suis pas sûr. Je pense que ces personnes-là, ils doivent régler leurs problèmes entre eux et laisser les pilotes en dehors de ça. À la Ligue automobile et la tempête à la Ligue de foot. Effectivement, ça fait un peu beaucoup et c'est sans compter l'élection à venir au sein de la Ligue régionale effectivement de cyclisme, le 5 octobre prochain. Et maintenant, on souhaite un joyeux anniversaire à Eva Orivel qui a célébré ses 100 ans le 12 septembre dernier. En réalité, il s'agissait d'une deuxième fête organisée en son honneur puisqu'elle est venue au monde le 24 août. Mais quoi de plus naturel pour cette femme qui a vécu plus d'un siècle et qui pète encore la forme aujourd'hui. Regardez. Quand on m'attelait la charrette, je montais à Gentilly.
C'est moi qui conduisais ma charrette et je redescendais avec, je ramassais mes provisions. Je coupais de la canne et je faisais mes affaires avec et je reviens chez moi. Mais je ne pouvais pas les dételer, mais c'est mon mari qui les dételait pour moi. Maman a 100 ans. En fait, pour la petite histoire, elle est née le 24 août. Et le 12 septembre, donc, on lui a fait un 2e anniversaire. Voilà. Sa petite phrase, c'est de nous dire « Ah ben, j'ai quoi, un ni 100 ans. Okay? Donc, elle les a eus. Et tout le plaisir est là, hein, de ses petits-enfants aux plus grands. Elle a des arrière-arrière, elle a des petits, elle a ses enfants. Donc nous sommes tous heureux. Et puis moi, ça me touche, ça me fait plaisir. Je l'ai vu beaucoup travailler, beaucoup trimer, beaucoup se déplacer. C'est quelqu'un de très, très, très indépendante. Une dame que je connais très bien, une dame laborieuse, une dame qui a su éduquer ses 11 enfants avec divers métiers. Elle était agricultrice. On appelait ça à l'époque cultivatrice de l'époque. Elle avait au moins 20 bœufs. Elle avait le lait qu'elle apportait dans les marchés. Elle a pu aussi suivre ses enfants de près. Ses enfants, ils sont tous arrivés. Il y a eu des professeurs, des personnes qui sont bien placées dans la société. L'amour qu'on a reçu, nous faut transmettre cet amour-là. Donc, je l'ai reçu. Et cette dame-là, avec ses enfants, Bruno et Frise, il n'y avait pas question qu'on n'était pas de la famille. Quand Bruno mangeait, je mangeais. Quand Frise mangeait, je mangeais. Et ainsi de suite. Si je faisais aussi quelque chose qui n'était pas bien, ils savaient aussi reprendre nous et corriger nous aussi. Tu vois, donc on était comme ses enfants. Et elle nous a adoptés comme ses nièces et neveux, ma soeur, mes 2 soeurs et moi-même ont été adoptés chez elle. La preuve, ma grande soeur est là. Donc on a été adoptés comme ses nièces et neveux. Donc je lui dis, joyeux anniversaire. Et on l'offre pour ses 100 ans. Et que bon Dieu conserve le plus longtemps possible. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.